Il n'y a pas d'intermittence du spectacle chez nous. Comme intermittent en France. Il y a le régime d'intermittent du spectacle. Intermittent en France. D'intermittence du spectacle. Thing is much better in France. Les intermittents du spectacle, ça n'existe pas ici. Un statut de l'intermittent comme en France. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Ronan au théâtre. Les théâtres n'ont pas rouvert en France, du moins en métropole, le 15 décembre. Bon, beaucoup de théâtres et de professionnels de la culture ont décidé de se rassembler et de saisir le Conseil d'État en référé liberté pour demander la réouverture des salles de spectacle. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, nous sommes le 22 décembre et le Conseil d'État ne donnera son verdict que demain. Mais en attendant, j'ai eu envie de savoir comment ça se passe dans le reste du monde. Parce que soudain j'ai pris conscience que oui, les théâtres sont fermés, mais par moments, cette année, les frontières aussi étaient fermées. Et le théâtre que j'aime, il est international. Et en France, on a cette chance de pouvoir accueillir des productions qui viennent du monde entier, de pouvoir entendre parler sur un même plateau, sur une même scène, 5 langues différentes la même semaine. Alors je me suis demandé comment allait le théâtre dans les autres pays. Dans cette vidéo, on parlera évidemment des fermetures des salles de spectacle, comment, combien de temps, sous quelles conditions elles ont pu réouvrir. On parlera également du virage numérique un peu forcé qu'a dû prendre le théâtre, la question internationale, évidemment, on en parlera. Et puis on parlera aussi de la situation financière des théâtres à travers le monde, mais aussi de la situation financière des artistes et de toutes les professions périphériques au monde du théâtre. Bon, vous le verrez, notre système d'intermittence est très envié. Mais attention quand même, il ne s'agit pas de dire ne nous plaignons pas, c'est pire ailleurs. Ce n'est pas parce qu'une chose est bien en France qu'il ne faut pas continuer à se battre pour l'améliorer et surtout la préserver. Et puis j'ai aussi voulu aborder la question de l'avenir du théâtre, son rapport avec les publics, sa place dans la société, sa place dans les politiques. Pour cette vidéo, on va traverser 15 pays. Alors évidemment, je ne les ai pas traversés moi-même. Alors tout de suite, je vous présente les 15 personnes qui ont accepté de me parler du théâtre en temps de Covid à travers le monde. Par ordre alphabétique des pays, nous irons en Angleterre avec Tim Lutkin, créateur Lumière à Londres. En Autriche avec Iris Raffetsöder, dramaturge au Wiener Festwochen. Au Brésil avec Deolinda Vilhena, directrice du département théâtre à l'Université fédérale de Bahia. Au Canada avec Martin Fauché, directeur artistique et co-directeur général du festival Transamérique, le FTA. Nous irons en Chine avec Jing Wang, directrice et fondatrice de l'association Hybridité France-Chine. En Espagne avec Narcisse Puig, directeur artistique associé du festival Temporada Alta. Nous irons également aux États-Unis dans 2 villes. À New York avec Florent Mas, enseignant à l'université de Princeton et directeur de l'avant-scène Princeton French Theatre Workshop. Et à Los Angeles avec Pierre Leloup, directeur du théâtre Raymond Cabaz. Avec Kathleen Noël, nous irons dans 2 pays, d'abord en Haïti où elle a fondé et dirige le festival Papap, Port-au-Prince Art Performance, et au Mali où elle a fondé Danse Bamako Danse. Nous irons au Japon avec Ayako Teraoshi, comédienne de la troupe du Shizuoka Performing Arts Center, le SPAC. En Pologne avec Adriana Kciasek, responsable des relations internationales et des tournées au Novi Théâtre. Nous irons au Portugal avec Francisco Rodrigo, directeur artistique du Teatro Municipal Joaquim Benite et du Festival des Almada. En République du Congo avec Pierre Clavé Mabiala, fondateur et directeur de l'espace culturel Yaro. Nous irons en Suède avec Ulrika Josephson, fondatrice et directrice des productions chez Jupiter et Josephson Theatre Company. Et puis nous irons en France, mais la France ultramarine, à La Réunion, où la situation est un peu différente qu'en métropole, avec Pascal Montrouge, directeur des théâtres départementaux de La Réunion, théâtre Champfleury et théâtre plein air. J'ai commencé les entretiens pour cette vidéo le mercredi 16 décembre et je dois dire que ça m'a pris plus de temps que je ne le pensais. J'ai aussi beaucoup hésité sur le format de la vidéo, sur sa durée. J'ai décidé finalement de réunir tous les témoignages en une seule vidéo. J'ai dû faire des choix, j'ai dû beaucoup couper dans les 4h30 d'entretien et puis j'ai décidé aussi de laisser complètement la parole à mes interlocutrices et mes interlocuteurs. Alors je vous laisse tout de suite avec elles, avec eux. De ce jour-là, à partir du 23 janvier, les théâtres en Chine ont commencé à fermer. Jusqu'au fin janvier, à l'échelle nationale, tous les théâtres sont fermés. Everything stopped around March the 14th, 15th. I was due to fly to New York on the Sunday of that weekend to do a play called Lungs there. So we were all wondering what was going on, and even the producers of the show in New York at the time were emailing me with new flight times. So right up until the very last minute, people were still thinking that, you know, we'd be back in action the week after or 2 weeks after. At the end of March, there was a new restriction that it was only possible to have a maximum 50 people, 50 persons in the audience. That made a lot of theaters close down. Not everybody closed it down immediately. It was more like 2 weeks to see what happened. And then when it wasn't
possible to reopen, they postponed it another 2 weeks. Nous, on a fermé en février dernier, février 2020, et on n'a pas pu réouvrir depuis, non, pas au public. Depuis le 13 mars, la première ville à fermer les théâtres, c'était São Paulo. Ouais. La ville la plus grande, la plus importante. C'était au milieu d'un festival de théâtre d'ailleurs. Thomas Joly, il était là. Thiago Rodrigues, il était là. 16-17 mars, c'est le moment où Broadway a fermé ses lumières. Donc, les théâtres n'ont pas pu rouvrir du tout. Aux États-Unis, partout, ils n'ont pas rouvert, non. La difficulté chez nous, dans des pays comme les nôtres, c'est que les pouvoirs publics, en fait, n'ont pas eu le temps de pouvoir faire d'études de terrain avant pour avoir des données. Donc, ça a été souvent des modèles calqués. Quand en France, on confine, nous aussi, on pense qu'il faut confiner, et ainsi de suite. Donc, un peu du genre copier-coller. Et on a beaucoup souffert de ça. Et on n'est toujours pas arrivé, depuis mars, à déconfiner le secteur culturel. Donc, on n'est même pas ouvert, on n'est pas autorisé à ouvrir. I think it was the 16th of March. There was a lockdown for 6 weeks, and then slowly events were again allowed, but in a very small scale. But then capacities were very much reduced again, and beginning of November, everything was closed again. Oui, on a dû fermer à partir de la 3e semaine de mars jusqu'au début juin. Okay. On a fermé le théâtre, mais quand même, on pourrait travailler. Et pendant ce moment, on a préparé le festival d'Almada, qu'on a fait en juillet. So they were closed from March to June, something like that. In the case of Catalonia, we have been open since July, and then we closed for 3 weeks. Okay. 3 weeks and a half from the end of October till mid-November, something like that. And then we reopen with the 50% of the audience, and we are working this way until now. En fait, à partir de mai, remplissage environ 30%. À partir d'août, remplissage de salles a atteint à 50%. Cela représente que tous les théâtres privés, ils perdent de l'argent. Et puis à partir de plutôt septembre, c'est 75%. Donc jusqu'à aujourd'hui, on pratique 75% de remplissage de salles en Chine, à l'échelle nationale. On a eu une première vague qui n'était pas très, très importante en nombre de cas par rapport à l'Italie et ce qui s'est passé en France. Mais malgré tout, en mars, donc 2020, les autorités ont fermé complètement les théâtres. Et au début, ce n'était pas tout à fait clair. Est-ce qu'on avait le droit de continuer à répéter quelle était la situation? Mais ce qui était sûr, c'est qu'il y avait une interdiction jusqu'à juin d'accueillir les publics dans les théâtres. There was a Sunday announcement where they announced a full lockdown, and that's when all the rehearsals stopped. So that meant that even if the lockdown was lifted in a few weeks' time, nobody had been in rehearsal. Therefore, they wouldn't be able to open quickly anything new, that was anyway. Theatres decided to plan for an opening for the fall, no matter what, in a way, because as you know, theatre production needs a lot of planning. You can't just wait for, the government to say now it's okay to open up and then you can start the next day. So everybody said okay, we'll open in September, even if it's just 50, even if it's and if it's no audience at all, we'll do it digitally. Nous, on a été dans le même cas de figure sur le premier confinement, celui du premier semestre. Mais par contre, à partir du second semestre, nous n'avons pas eu à subir ni de confinement, ni de couvre-feu. Ce qui fait que nous, on est resté dans le même cadre qui était celui en vigueur jusqu'au confinement sur l'ensemble du territoire, c'est-à-dire le port du masque obligatoire dans les salles de spectacle et des jauges à 2 tiers, en tout cas avec une personne, enfin un siège d'écart entre chaque groupe. C'était donc à partir de avril, donc début avril, et après pendant 7 semaines. Seulement 7 semaines, après ça a réouvert. Oui, petit à petit, pas complètement. Et après, à partir de l'11 septembre,
Et c'est complètement ouvert, mais donc sous condition de garder la distance et porter le masque, tout ça. Les théâtres ont fermé vers le 13 mars et il y a eu une ouverture d'environ 3 semaines en septembre, bon, avec des mesures strictes là, comme partout dans le monde, distanciation de chaque spectateur, un protocole d'entrée et de sortie de salle, donc les gens masqués pour en attente du spectacle. Même chose le protocole pour le travail sur scène. Alors, tout le travail de préparation pour recevoir le public à nouveau, c'était vraiment fait dans la joie. Ça a donc fonctionné pendant 3 semaines, 1 mois. Et à partir du 1er octobre, à nouveau, tout est fermé. À un moment donné, toute la Pologne est devenue rouge à cause de l'augmentation des cas. Le gouvernement a demandé qu'il y ait seulement 25% du public. Et puis le 7 novembre, ils ont décidé la fermeture complète des théâtres. And London was very recently put into Tier 3, which meant that Six the Musical and Les Mis, that had just opened last week, were then made to close. So that was, and they'd only been open for a handful of performances. So that was really quite sad. And also really difficult to financially plan when the tiered system can change every 2 weeks. Mais le problème, c'est que Covid ou pas Covid, nous n'avons pas de théâtre. Nous n'avons pas de lieu. Les spectacles ne sont pas interdits, mais nous n'avons pas de lieu. Les institutions internationales comme l'Institut français demandent une distance sanitaire, mais on essaye de faire des choses quand même et on essaye de voir comment se réapproprier l'espace commun, l'espace public, l'espace urbain. On accroche les projecteurs sur les branches, sur les arbres. on déballe sa valise artistique là où on peut. Mid-October, we got this new message from the government. Theaters and concerts and opera houses and whatever could open up to 300 people. But it never started because by then the figures were just starting to go in the wrong direction. And then just a couple of weeks later, there was a new rule that there is maximum 8 people. So then, of course, all theaters had to close down. On n'a jamais fait vraiment un confinement. Oui. On n'a jamais. On a eu, par exemple, les écoles, elles sont fermées encore. L'université est fermée, les théâtres sont fermés, mais les gens sont dans la rue. Les vols sont pleins, les aéroports sont pleins à craquer, les gens ils sont partout, les shoppings, les grands magasins. Tout ça a été fermé juste un petit moment, là, les shoppings, tout ça, mais ils sont ouverts de 9h du matin jusqu'à 10h du soir. On pouvait très bien se promener dans la rue. Bon, les magasins étaient fermés, les restaurants étaient fermés, les théâtres étaient fermés, les cinémas étaient fermés, mais on pouvait marcher dans la rue, promener son chien, faire du sport. Bon, c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on est arrivé aujourd'hui à être la ville la plus contaminée des États-Unis. En fait, c'était pas le lockdown complet au Japon. Donc, c'est juste une demande. Essayer de ne pas s'assembler quelque chose. All theaters had taken great precautions. And I think this is probably the same in so many places in Europe, at least people I've been in touch with, that the frustration that you can't have people in the theater where you can control the distance between people, you can control how they come into the theater, how they walk out. And then you go to a shopping mall just next to the theater and it's packed with people, and that frustration was very, very high. Oui, c'est une incompréhension. On fait comme, vous nous demandez de faire ça, on le fait, on voit que ça fonctionne bien, que le public répond bien, et donc un sentiment d'incompréhension, de frustration, et aussi de confusion sur qu'est-ce qu'on doit faire comme effort collectif. Est-ce qu'on doit servir d'exemple public? Est-ce qu'on doit, en guillemets, se sacrifier pour le bien commun? Mais au fil des mois, ce qui est aussi frustrant, c'est que d'autres personnes n'ont pas cette conscience-là. Et moi, ce que ça m'a amené, c'est la grande conscience que les gens de la scène ont de l'espace. C'est quoi 2 mètres entre 2 personnes? C'est quoi le comportement d'un public versus le comportement d'un consommateur dans une grande surface? Donc ça, de façon sociologique,
ça m'a assez intéressé, sauf que on voit que ça amène des différences de comportement et c'est nous qui payons le prix pour l'instant. Les lieux culturels à Pointe-Noire, les lieux du théâtre surtout, c'est des jauges de 200 personnes maximum en fait. Donc cela veut dire qu'on a la possibilité aussi, nous, de gérer le public en respectant les règles barrières, la distanciation, ainsi de suite. Mais non, on n'est pas autorisé. Mais par contre, à côté, ce qui est frustrant d'ailleurs, c'est comme le reportage que j'ai vu d'ailleurs en France, là, sur le métro, les trucs, évidemment, pareil, les bus, c'est du remplissage. Les lieux mortuaires ici, à l'africaine, c'est du remplissage, c'est aucun respect, c'est des gens qui se collent, qui se cognent, et ainsi de suite. Les églises qui ont été autorisées à ouvrir, c'est plein de monde, c'est bondé ici avec les églises de réveil et tout. Les cérémonies, les fêtes, donc voilà, c'est ce contraste-là, donc on est là. Quand je regarde, j'avais l'impression qu'en Europe, en Occident, le théâtre avait beaucoup plus de valeur que chez nous, que les institutions connaissaient plus que nous, ici, la valeur du spectacle vivant. Mais je vois que le commerce est ouvert et le spectacle vivant est fermé. En général, c'est à nous que ça arrive. Donc, on est un peu choqués, surpris. When theaters of the cultural sector compared themselves to the consumption sector, I say, like to going into restaurants or going into shops to buy something, as soon as there was a big difference in how it was treated, it was very, of course, it created reactions. This discussion of how much people get infected in a theater, how much people get infected in a shop, I don't know if it leads somewhere, if you really can prove it. But for the moment, I think, yeah, it was just such a bad increase in numbers in the last couple of weeks before we went to the lockdown that there was also very clear that there is no other option at the moment. Of today, I mean, in December now, no one is saying that, oh, we should open the theaters today. No one is thinking that because it's too much right now. Now it's just like, okay, everybody understands. On se calque sur vous pour développer les choses, pour penser carrière, pour penser temps, pour penser pérennisation des choses. Et on voit que tout à coup, le théâtre disparaît presque. Les théâtres, quand je parle de théâtre, je parle de la danse, je parle du spectacle vivant, je parle de tous ces lieux qui font disparaître les identités, les cultures, qui font ressortir les singularités, les particularités, les originalités. Je trouve que nous, on pleure. On a réussi à remplacer cette déception par ce qui se fait aujourd'hui beaucoup en Pologne, c'est le live streaming. On a pris la décision de faire une captation live du dernier spectacle de Warlikowski, On s'en va, qui a été un grand succès en Pologne avec 15 000 spectateurs en live, des réactions de toute la planète. Je pense que d'avoir décidé qu'un de ces spectacles, donc le spectacle On s'en va, soit diffusé non seulement sur Internet en Pologne, mais à l'étranger, je pense que c'était une très belle idée collaborative, solidaire par rapport au public internationaux. Donc le spectacle a été traduit dans presque une dizaine de langues. Nos partenaires français, dont la Comédie de Clermont-Ferrand, le Théâtre de Chaillot l'ont diffusé, mais aussi le Festival de Otoño en Espagne. De nombreux pays de l'Est, comme l'Estonie, la Lituanie, la Biélorussie, la Hongrie, la République tchèque, on a réussi vraiment à faire un regroupement de partenaires internationaux, et la Corée du Sud donc, ont présenté ce spectacle. Et ça montre aussi que, voilà, que malgré la pandémie, il ne faut pas se battre, même si voilà, il y a des pertes, il n'y a pas la rencontre directe avec le public, mais la diffusion de la culture, elle est possible. Dans la mentalité polonaise et dans le milieu de la culture, il faut jouer coûte que coûte, il faut garder le contact avec le public coûte que coûte, même si ça se passe par Internet. Il y a eu vraiment différentes choses et différentes vagues. Donc, dans un premier temps, c'était un état de survie. Donc, les gens se filmaient 2-3 minutes de tout et de rien avec leur iPhone, tout ça. Donc, c'était sympathique, mais c'était de la survie. C'était pas très structuré. On a finalement fait un festival qui s'appelle le Festival On the Cloud, sur Internet, totalement Internet. Donc, on a fait des interviews sur Zoom avec les maîtres en scène qui
allaient venir au Japon, mais à cause de Covid, ils n'ont pas pu venir. Donc, on fait des interviews comme ça sur Zoom. On reprend, c'est exactement la même chose, une petite version, petite édition que j'appelle édition virale, édition Covid, mais quand même programmation de jeunes talents, j'appelle ça de talents émergents. Donc on a fait quand même quelque chose. On a travaillé sur Zoom, j'ai fait un spectacle à Martinique sur Zoom, un soir de France. Il y a eu un talk avec Wakaya Diallo depuis Paris. Voilà, on a fait de belles choses, on est très contents de ça. Et on a mis quand même, je pense qu'il y a beaucoup de temps au Brésil à se réveiller que ce n'était pas une crise pour 15 jours ou un mois. Et donc, les choses, elles n'ont pas démarré tout de suite. Et, par exemple, en France, je vais la Comédie Française, le 31 mars, ils ont démarré avec la Comédie Continue. C'était tout de suite, mais je me suis dit, ça fait 18 jours que tout est fait, mais ils ont déjà pris une décision. Ici, d'abord, on n'a pas une comédie, on n'a pas une compagnie dramatique nationale, on n'a rien de tout. Mais on a quand même une grosse institution à São Paulo, qui c'est le CESC. Donc, ils ont mis quand même 2 mois et demi, 3 mois pour essayer de commencer à faire des choses. Donc, ils ont commencé à faire surtout des monologues avec des comédiens chez eux. Et bien sûr, les petites troupes de théâtre, les petites compagnies de théâtre. Au Brésil, tous les théâtres, ils se développent beaucoup autour d'un metteur en scène et d'une petite troupe qui se met d'accord pour faire du théâtre. Donc, qui n'ont pas d'argent. On n'a pas de politique culturelle dans le domaine des arts de la scène, mais rien de tout. Ils ont essayé de faire des choses, mais il n'y a pas de moyens. Ils ont essayé de se débrouiller un peu. J'ai fait une programmation qui était entièrement digitale. Donc, le festival était entièrement en ligne cette année. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai souhaité reporter les invitations de 2020 à 2021 et j'ai préparé une nouvelle édition, tout à fait nouvelle, qui allait être virtuelle avec à la fois quelques captations, bien sûr, mais aussi des lectures préparées exclusivement pour nous à Seul en Scène par des artistes français. On a aussi montré des films documentaires. J'ai fait une édition du festival en ligne là, qui s'est terminée avant-hier. Une initiative comme celle-là ne va pas se renouveler de sitôt, on ne sait pas, sauf miracle. Mais au moins, c'est déjà ça, quoi. Donc, ça nous a permis de faire travailler les 21 artistes qui étaient sur les 3 spectacles, de faire travailler une vingtaine de personnel technique et administratif autour du spectacle. La plupart des théâtres qui sont restés actifs l'ont fait d'une manière virtuelle, donc en créant des spectacles virtuels, en développant des films. Mais bon, il a fallu se réinventer complètement. Notre système de billetterie a fait faillite. On a dû essayer de trouver une nouvelle plateforme pour proposer des spectacles en virtuel avec un géoblocking. Ça, j'ai un festival de danse qui arrive au mois de janvier, qui sera proposé uniquement en Californie. Donc là, pour obtenir les droits des films sur la danse, il a fallu proposer une plateforme qui encryptait, qui faisait un géoblocking. Et donc, tout ça, ça représente de l'argent et il a fallu trouver des sponsors, se crédibiliser par rapport à nos sponsors et essayer de lever de l'argent. On travaille d'une manière différente. On n'est pas du tout subventionné comme en France. Il faut vraiment prendre son bâton et aller chercher, aller taper aux portes. Mais ça marche. Ça, sur la fréquentation de certaines aventures numériques, comment est-ce que la voie du numérique deviendra peut-être une voie royale pour peut-être décourager les tournées sur la grandeur du territoire québécois ou canadien? Je ne sais pas. J'ai hâte de voir comment est-ce que ça va évoluer. This moment that was closed and we had to stop the festival live, we already had online program this year. We decided to have both parts, what happened at the theaters and what happened online. And so we already had the program, but when we had to stop some of the shows, we could postpone them until the 22nd of December. We were using all the halls we had in the calendar, but some others we couldn't postpone, and we decided to present them online. Il y a eu beaucoup de contenus, de diffusion des contenus, des spectacles, des films, non seulement des spectacles chinois, beaucoup de spectacles étrangers qui sont diffusés sur les plateformes chinoises. Justement,
pour que le public, enfin, la population puisse avoir quelque chose à regarder, à voir. Parce que quand on est confiné en Chine, on est vraiment confiné. Mais on sait que spectacle vivant, il faut vraiment il faut avoir la présence. C'est ça qui est beau. So many theaters, small ones or big ones or freelancers, has this digital revolution, you could call it, really. And at the same time, the digital explosion, if you call it like that, has also shown us that it doesn't, the need for in real life experiences. Like we did not do live shows online. We used obviously the online more, but we are also very much convinced that the online cannot replace a live experience you have in a theater. So we, like for us, because normally the festival is in May and June, so we had to cancel it last May and June, like all the events were not happening. We did a sort of online format, which was not presenting shows, but like rather presenting different gestures the artists themselves wanted to present. And then we worked on a small festival part in September. So we managed to show at least like, I think it was a quarter of the whole program. We managed to shift to September, but really show it live. But yeah, so for us, for the festival, it was not a big discussion or not a big desire to go online. On a mis le spectacle online, un nouveau spectacle par semaine. Et c'était un traitement de faillure. Presque personne ne l'a vu et ça m'a donné beaucoup de satisfaction parce que je trouve pas que le online c'est une solution pour le théâtre. Il faut rencontrer les solutions pour faire du théâtre dans les salles de spectacle. Le spectacle vivant, c'est pas une chose qu'on puisse faire online. Je trouve que c'est intéressant de parler online, comme on fait en ce moment, mais le théâtre, c'est une autre chose. C'est la rencontre, c'est l'énergie qui s'échange dans une salle de spectacle entre les artistes et le public. On a mis les spectacles, mais il y avait 14 personnes qui le voyaient. Les gens, ils ne veulent pas voir des spectacles online, ils veulent voir des spectacles dans les salles et c'est ça qu'on fait en ce moment. À partir du 21e siècle, l'introduction des spectacles occidentaux est devenue en fait un phénomène très important en Chine. Je pense que le fait de ne pas pouvoir avoir des tournées internationales, de voir les spectacles internationaux, c'est un grand manque pour la Chine, de pouvoir vraiment échanger avec les autres artistes du monde entier. Mais en même temps, ça stimule aussi la création, la production locale. C'est-à-dire, il faut quand même qu'on propose du contenu. Donc, s'il n'y a pas ce côté international, on va se concentrer sur national. The problem in Spain is that we have very small international programming compared with other countries. So our starting point was very low, and this year has been really a disaster. And also there is this sort of cultural nationalism that has happened with the pandemic, saying we have to support our artists and our artists from Spain or from Catalonia, the local artists. And I think this is a mistake because many artists live from working in other countries, so we have to continue promoting the circulation of shows internationally. Je voudrais marquer une position parce que si tu bien te rappelles, au début de la pandémie, on a écouté beaucoup ce discours nationaliste du genre compétition entre des pays pour voir qui avait plus de ventilateurs, qui arrivait à avoir plus de ventilateurs, le discours de fermer les frontières parce que le virus, c'était une chose qui venait d'ailleurs. Et alors, je crois que c'était important pour le festival de maintenir son côté international parce que c'est un festival qui s'inscrit dans l'esprit de dialogue entre cultures et entre pays. Ne plus pouvoir tourner en Europe, ne plus pouvoir
être avec le public à l'international ou au local, on arrive tant bien que mal à s'en sortir, on crée des espaces extérieurs, on était déjà dans cette démarche, mais ne plus pouvoir exporter son travail, le montrer à la face du monde, échanger avec les autres artistes, c'est assez inquiétant. Même si ça fait qu'aujourd'hui, je suis dans cette conversation Zoom avec vous, c'est extraordinaire. Même si pendant 15 Mogus, j'ai créé une pièce comme ça, sans se voir, sans avoir à se présenter, sans voir le public, sans avoir de relations de proximité avec les gens, ça fait drôle. Je fais des invitations de spectacles internationaux, des spectacles de petite envergure, de petite jauge, pas de jauge, mais de petit format, des spectacles plus solo. Et on demande aux gens s'ils sont prêts à faire la quarantaine. Donc, il y a 2 artistes qui nous ont dit oui, on va faire la quarantaine. Donc, après, ça permet de présenter le spectacle. Ou aussi des spectacles qui peuvent se faire un peu plus à distance avec l'embauche d'interprètes locaux. Donc, des spectacles imaginés par des artistes internationaux, mais c'est des interprètes d'ici qui vont le faire. Donc, c'est comme ça que je peux réussir à assurer une présence internationale à l'intérieur de la programmation 2021. On s'est retrouvé à être le seul endroit en France, de France plus exactement, à pouvoir avoir des manifestations et nous avons accueilli des grosses formes. Et l'anecdote, et elle est triste en même temps, c'est que nous avons accueilli Unutsu de Sankai Juku qui remontait cette pièce emblématique et donc c'était les seules dates du second semestre. On a été 2 voire 3 structures sur l'île à accueillir des propositions de l'extérieur et à prendre ce risque-là. Les autres structures se sont plutôt ramenées sur des propositions uniquement locales sur le second semestre, ce qu'on a fait aussi, puisque la proposition locale correspond à pratiquement 65% de la saison, mais de prendre le pari de l'extérieur. Et ça a pu se faire. Mais vraiment, on est passé entre les gouttes de façon assez exceptionnelle, puisque ça a engendré aussi beaucoup de complications, puisque les vols ont été réduits de moitié pour l'ensemble des compagnies, qu'il fallait faire le test pour venir à La Réunion, avec le risque, qu'un des artistes ou des techniciens de l'équipe puissent avoir la Covid. Donc, ça a été assez anxiogène quand même. Ça a été assez anxiogène, mais on a réussi à tout passer. J'avais par exemple La Machine de Turing, qui est une pièce de théâtre que j'ai vue en Avignon, que j'ai bookée, que j'ai programmée ici en avril 2020, avec New York et San Francisco, donc à 3. On s'est partagé les frais de visa. C'est très cher. Le visa nous a coûté environ 4 à 5 000 $, mais on ne peut pas le reporter avec le 2021, donc il faut redépenser sur un visa. Il faut éventuellement aussi redépenser sur les billets d'avion, parce qu'il faut les faire venir à New York, à Los Angeles, à San Francisco, retour Paris, si on a 5 ou 6 personnes. Donc, rien que pour obtenir un visa et les faire venir, le transport, c'est un coût de 10 000 $. Donc, si tu veux, c'est difficile pour nous de se projeter sur une programmation internationale avant d'être sûr à 100% de pouvoir remplir la salle. The government put forward a big help package of funding, which was then distributed mainly to buildings and existing theatres. But that was mainly for people in full-time employment in offices. But the majority of the workforce that make theatre, the actors, the musicians, the creative teams, and actually quite a lot of the technicians are all freelance. So that meant that the only funding that those people could access were the limited funds that you apply for as a freelancer with the government. And those have so many rules that only around 30% of the people that could apply actually came away with something that was helpful. Most people, like myself, weren't able to have any funding at all from the government. So it meant that you had all these musicians and actors and creative teams kind of floating around with no real financial support. I know quite a few friends of mine that have taken jobs up with the NHS, doing the testing and the tracing, and lots of people have taken work up in supermarkets. Il y a eu un fonds d'aide qui a été créé pour les institutions culturelles,
les organisations non gouvernementales, les associations et aussi des entreprises qui ont une activité culturelle. Donc certaines institutions ont pu bénéficier de cette aide. Pas toutes, malheureusement. Et puis, au niveau des artistes, c'est bien sûr comme dans la plupart des pays du monde, des artistes qui sont freelance, qui sont le plus touchés. En Pologne, on n'a pas le système d'intermittence du spectacle. Donc, soit les artistes, ils sont permanents dans un théâtre, les artistes et techniciens, soit ils sont freelance. Et pour ceux qui sont freelance, il y a des aides sociales, mais qui sont vraiment minimes et qui sont aussi données en fonction des spectacles qui auraient dû être joués, des choses qu'ils doivent montrer dans leur dossier, qui font au ministère de la Culture, des preuves que oui, ils avaient des spectacles programmés. Mais certains de mes amis, s'ils n'avaient pas des économies ou l'aide de la famille, ils ne pourraient pas survivre. Certains artistes aussi ont été obligés justement de trouver d'autres emplois temporaires pour passer cette difficile période. Déjà, la Chine, on n'a pas comme la France, il y a le régime d'intermittent du spectacle. Ouais. Les comédiens, soit ils sont attachés à une institution publique nationale ou une institution privée. Non, pas une institution, c'est vraiment privé. Soit ils sont indépendants, soit ils sont salariés de l'État. Parce que quand les comédiens attachent aux institutions nationales ou régionales, ils sont salariés de l'État comme les comédiens de la Comédie Française. Puis tandis que les artistes dans les structures privées, ils vont soit changer de travail, ils ont soit changer de travail, soit ils vont faire plutôt des contenus pour une diffusion sur Internet ou bien faire des films, même pas de films parce qu'il n'y a pas eu de tournage, ou bien ils attendent. Certains qui ont eu peut-être un peu de paye ou bien de chômage qui leur permettent d'avoir une vie basique, mais certains qui n'ont pas vraiment une couverture de la sécurité sociale parce que c'est en fonction en fait de contrat. Une fois le contrat est interrompu, c'est eux-mêmes qui doivent financer la sécurité sociale. C'est un tout que le cherche pour eux. Ils n'ont pas de salaire, ils doivent encore payer plus. L'aide pour les structures privées, c'est plutôt pour une réduction de l'impôt. Mais on dit en même temps, on n'a même pas de recettes. Comment on pourrait avoir l'impôt? Donc, c'est très, très difficile pour les petites structures dans le milieu du spectacle vivant en Chine. The government took a decision or decided before the summer to put a funding for the culture of 500 million Swedish krona, which is about 50 million euros, in a sort of rescue package. You could apply for cancelled productions and events or postponed. So you could apply to get this support to show that, okay, we were supposed to have these performances and now it's been. There was something called also a special support, which was for the sort of infrastructure people, the technicians, the sound engineers, the studios, the sort of, so you could, didn't have to be an artist or have show that you were working with a production that's been cancelled, more that you'll get unemployed because the business has been sort of on a stop. Il y a eu de l'aide fédérale. Le printemps dernier, il y a eu un grand stimulus package qui est passé pour toutes les États-Unis et des institutions, des organisations comme des théâtres ou des musées ont pu recevoir, même des universités, on peut recevoir un peu d'argent de ce grand stimulus package qui est passé au printemps. Sinon, les fondations américaines qui sont très très importantes dans le soutien aux arts, les grandes fondations américaines, la Ford Foundation, la Mellon Foundation, toutes ces fondations ont confirmé leur engagement pour les institutions culturelles. Et ça aide quand même. Quant aux artistes, beaucoup malheureusement, je pense à Broadway, mais beaucoup ont perdu leurs revenus puisque les productions se sont arrêtées du jour au lendemain. Donc beaucoup de techniciens, d'artistes sont au chômage. Mais quelques fondations, là encore, le travail des fondations, quelques fondations ont mis en place des fonds d'urgence pour les artistes,
pour leur permettre, pour les aider. Il y a un petit peu de soutien, mais il n'y a pas une grande politique fédérale de soutien aux arts et la situation est quand même très, très inquiétante. Les intermittents du spectacle, ça n'existe pas ici. Les Américains, quand on leur parle d'intermittents du spectacle, ils ne veulent pas y croire. Ici, c'est on travaille et on est payé. Si on ne travaille pas, il n'y a pas vraiment d'aide. Et le système de chômage, unemployment, ça dure 2 mois. Et ensuite, il n'y a pas d'argent qui rentre. Donc là, c'était vraiment, ça a été très grave. Ici, si on regarde la rue, dans la rue à Los Angeles, sous les ponts, il y a des dizaines et des dizaines de tentes de gens qui vivent dehors parce qu'ils n'ont pas pu payer leur loyer. Mais là, c'est vraiment une catastrophe pour le milieu de la culture, les théâtres. Il y a des théâtres qui ferment. Enfin bon, et les gens se retrouvent à essayer de trouver un boulot dans un petit café si c'est ouvert ou à trouver un boulot de livreur. On en est là, quoi. Donc. For the artists, it's been really hard. Not only artists, but all the professionals that involved in producing and presenting a festival. Because in Spain we don't have the intermittent system that you have in France, for example. So yeah, I mean the protection system for artists and cultural sector in Spain is very bad. It's not well thought like in France or Belgium. I think. Well, I think for what I know, I mean, I'm sure you are better than here. Il y a aussi des soutiens donc, de la part de l'État, sinon des soutiens privés aussi pour les artistes freelance. Au Japon, il n'y a pas de système comme intermittent en France. Dans ma carrière, je n'ai jamais eu ce genre de subvention. C'est en fait grâce à cette situation pandémique. Pour le côté financier, pour les artistes, pour les freelances, oui, c'est une chance, comment dire, pour avoir un soutien financier. Mais c'est vraiment personnellement, donc peut-être il y a beaucoup d'artistes qui, bien sûr, ont vécu ou vivent la situation beaucoup plus difficile, bien sûr. Donc, il n'y a pas d'intermittence du spectacle chez nous. On est tous travailleurs autonomes, travailleurs pigistes. On n'a pas droit à l'assurance chômage pour la plupart d'entre nous. Donc, a été mis sur pied la PCU dans un premier temps du gouvernement fédéral, une mesure d'aide, 2 000 $ par mois. Pour tout, c'était très, très rapide et très efficace. D'ailleurs, c'est la première fois qu'on commençait vraiment à parler d'un filet social pour les artistes au Canada et au Québec. À ce niveau-là, je pense que la crise va favoriser une protection du statut de l'artiste. C'est la première fois que moi j'entends ça. Ça, c'est bien. Ici au Portugal, cette situation de la pandémie a fait devenir très clair la nécessité d'avoir un statut de l'intermittent comme en France. En fait, le ministère de la Culture travaille en ce moment et la loi est en discussion publique pour être annoncée l'année prochaine, de créer un statut de l'intermittent en France. Je me souviens pas d'une journée dans cette année, on n'a pas reçu de message en demandant de l'aide aux techniciens de théâtre, aux gens du spectacle. C'est très, très, très difficile. Heureusement, on a 2 députés, une du Parti des travailleurs qui s'appelle Benedita da Silva, une autre du Parti communiste du Brésil qui s'appelle Jandira Fegali. Ces 2 femmes, elles se sont battues parce qu'on a quand même ce qu'on appelle un fonds national de soutien à la culture. Et pendant 3 mois, elles se sont battues au Sénat et à la Chambre des députés. Donc, elles se sont battues comme des folles, vraiment, passionnées de théâtre qu'elles sont. Une était déjà secrétaire d'État à la culture à Rio, l'autre était députée au Brésil, mais était aussi gouverneure de l'État de Rio. Donc, elles ont réussi à avoir une loi qui s'appelle la loi Aldir Blanc, le nom d'un compositeur qui est mort de la Covid début mai au Brésil. Et cette loi, elle va répartir cet argent, donc c'est 500 millions d'euros, entre les 26 États de la Fédération et les districts fédéraux.
c'est à chaque État de s'occuper de faire que cet argent arrive au monde de techniciens, de gens de spectacle, de petites compagnies ou même de petits lieux, des choses comme ça. Et ça arrive à 100 € par mois. Donc, il faut imaginer que les SMIC brésiliens, quand même, c'est du 180 €, donc c'est même pas un SMIC par mois. Les autorités publiques, on n'a même pas besoin d'espérer parce que ça ne viendra pas. Il y a pas de. Déjà, il y avait une crise économique avant et puis ce n'est pas dans leur habitude déjà d'accompagner, de soutenir. Il y a eu des fonds qui ont été lancés pour soutenir le Covid, pour soutenir les entreprises, ainsi de suite et tout. Déjà, ces entreprises-là n'ont jamais été soutenues. À plus forte raison, des secteurs comme la culture, les ONG, les associations, je ne pense pas, moi, qu'il n'y aura rien à ce moment-là. On pourra crever là, fermer. Je crois que ça n'interpellerait pas les pouvoirs publics ici. Pour moi, je pense que peut-être que ce qui peut, l'espoir, ça c'est moi, avec l'expérience un peu plus de 30 ans, un peu quand même dans le métier, je me dis quand même que l'espoir un peu, c'est peut-être au niveau de la solidarité internationale, peut-être en période de crise, il peut y se mettre en place des programmes, des institutions internationales, des partenaires artistiques ou des partenaires à l'international qui peuvent dire, bon, on peut appuyer tel projet de l'espace Yaro et puis nous, ça nous permettrait de gérer une partie de nos charges de fonctionnement. Mais sinon, à part ça, je ne vois pas. Nos gouvernements, je ne pense pas que ça les intéresse de se poser la question. Quand tu vis dans un pays, il n'y a même pas de théâtre, il n'y a même pas de lieu de spectacle vivant. C'est un peu compliqué quand on se pose la question de l'artiste et de son rapport avec son travail et sa carrière. Vous êtes gâtés en France, nous, on n'a pas ça. Moi, ça fait longtemps que j'essaye d'avoir mon intermittent en France, je n'arrive pas à l'avoir, je ne travaille pas suffisamment en France pour avoir des fiches de paye, etc., etc. On se rend bien compte qu'après le premier confinement et quand on a réouvert les salles, le public est vraiment revenu en nombre, ce qui montre bien vraiment l'appétence que peut avoir l'individu, le citoyen, pour la culture et toutes les cultures, je dis bien. Nous sommes un territoire particulier puisque nous avons des programmations à La Réunion d'artistes qui, dans l'absolu, ne sont pas connus ou reconnus sur la métropole, mais qui drainent et qui génèrent à chaque fois entre 1000 et 1200 spectateurs par week-end. Et on finit la saison avec un taux de 83% de remplissage, ce qui est énorme. Et sur certaines propositions, par exemple sur tout le festival de danse, on a refusé entre 300 et 500 personnes par soir, ce qui est énorme. Donc voilà, donc je pense que vraiment, moi, mon point de vue, il est là. C'est que observons. Que nous dit le terrain, que nous dit le territoire, que nous dit le citoyen? Le citoyen nous dit « j'ai envie de culture » parce qu'à un moment donné, c'est bon pour la santé et ça a été aussi j'allais dire le leitmotiv de le mot de Voltaire, j'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. Et voilà, il y avait on sentait qu'il y avait un bonheur à être là et à venir consommer de la culture. Donc effectivement, elle est nécessaire. Elle est vraiment, vraiment nécessaire. Même avec des restrictions, le public reviendra comme il est revenu en début de saison. Je pense que c'est pas la fin du théâtre. Je pense que ça va être le renouveau du théâtre. Ça va... la vie théâtrale polonaise, elle est en pleine vitalité. Enfin, elle vit toujours malgré la fermeture. Et je pense que c'est quelque chose d'exemplaire. Le fait d'aller au théâtre tout de suite, c'est un sort d'engagement aussi. Ça devient un sort d'engagement. Donc, avec 35% de remplissage de salle, quand même, la salle est remplie vite. Donc, donc ça va encore. Et puis, en tout cas, le public qui était présent dans les salles du spectacle était vraiment enthousiaste. Ils ont passé des moments très touchants. Il y a vraiment des spectateurs qui ont des larmes aux yeux pour dire qu'enfin, en fait, on pourrait sentir une communication en direct, mais pas à travers l'écran. Le public, que dès le premier moment, a dit présent. En fait, pendant le confinement, ce qu'on a fait, parce qu'on ne savait pas s'il serait possible ou pas de réaliser le festival, on ne savait pas s'il méritait de se faire ou pas, et on a appelé tous les 600 abonnés du festival pour leur demander qu'est-ce que vous pensez. Et plus de la moitié a dit oui, on va. Et on a même des personnes qui nous ont dit « Bon, je n'irai pas parce que je suis un peu de risque, je suis âgé, mais je vais acheter mon abonnement et quelqu'un ira dans ma place. » Alors,
ça nous a donné le courage de prendre la décision d'avancer. But then we have the actual work on the stage. How do we keep that corona safe? How do we do with distance? How does the actors or the singers or the dancers work? What kind of productions can you make? Can you make what you were thinking of doing already, or do you have to corona safe everything? And does that mean touching, no touching? Do you have to work in bubbles like athletes? And so that's a lot of work to do, for even though if the audience come back, we still need to see how do we work on the stage. If somebody in the cast is ill and finds out they test positive, in the West End, for example, there's only 20 performers, and you would have to isolate everybody for 2 weeks, unless you had a clever rota for substitutes or a second cast. So that became the second problem, because there was the first problem of the social distancing, and then there was the problem of what do you do when somebody tests positive. Comme actrice de SPAC, on est toujours débordé de la répétition, de la tournée, tout ça. Et cette année-ci, on a beaucoup plus de temps libre qu'avant. Et chacun, comment dire, on profite de ce temps libre, et chacun commence à trouver comment dire, des moyens de jouer, faire la mise en scène en ligne, tout ça. Et pour moi, personnellement, c'était pas si mal. Donc, c'est une autre possibilité de théâtre. Et grâce à ce temps libre, on a eu du temps pour réfléchir à notre avenir, à notre possibilité. Donc, pour moi, c'était pas si mal. Je pense que le redémarrage sera peut-être un petit peu difficile. Il ne faut pas oublier non plus que beaucoup de gens, beaucoup d'artistes ont aussi quitté New York. Donc, est-ce que les artistes vont revenir à New York, vont pouvoir se reloger facilement, vont pouvoir... est-ce que les choses vont pouvoir reprendre aussi rapidement? Je ne sais pas. Je pense après qu'il y aura un grand désir de revenir dans les salles, dans les concerts, à l'opéra. Enfin, je pense qu'il y aura un grand désir de retour. Mais il y aura peut-être un affaiblissement en raison de la difficulté à revenir en ville, pour tous ces artistes qui sont peut-être partis. Lorsqu'ils ont la possibilité d'être à l'extérieur de New York, c'est peut-être un petit peu plus facile aujourd'hui. Mais je suis quand même assez optimiste, parce qu'il y a beaucoup de créativité dans les universités, dans les villes américaines, et il y a une grande envie je pense, de revenir au spectacle vivant. Donc, je suis assez optimiste, même si c'est un petit peu long. Hein, ça va être un petit peu long à redémarrer, parce que tout s'est arrêté. This year, I think the administrations have all decided to keep the support to the institutions, and even the companies that have a direct support of the institutions. So I think the next years will be hard. But well, let's see. After the last crisis, there's this one coming on, and I think we will manage it. But yeah, of course, it will be difficult years coming. It's going to be hard, but I suppose we will go through. Quand je regarde la France, je dis que vous êtes dans une situation dramatique, parce que dans le dramatique, on peut toujours trouver une sortie. Mais nous sommes dans une situation tragique. On ne s'en sort jamais dans la tragédie. On n'a pas une aide de l'État fédéral, on n'a pas un ministère de la Culture. Les secrétariats d'État à la culture, donc dans les États fédérés, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de moyens. Il n'y a pas partout non plus. Donc, en 2003, pendant la grève des intermittents, au moment de l'annulation du Festival d'Avignon, Inouchekine a proposé un référendum pour voir l'importance de la culture, pour savoir si les Français voulaient encore soutenir la culture.
Mais au Brésil, si on fait un truc comme ça aujourd'hui, mais personne ne pense à nous. Mais quand les universités, mon université, elle est déjà restée 4 mois en grève et personne ne s'est rendu compte qu'on était fermé. Mais c'est difficile. Je n'ai jamais vécu une situation pareille en 44 ans. Même à l'époque de la dictature, on dit quand même beaucoup de théâtres ont été fermés, mais ce n'est pas la même chose. Mais à l'époque, il y avait quand même un public qui avait envie d'aller au théâtre. Maintenant, on ne voit pas ça. Mais c'est aussi à la faute des artistes. Il faut qu'on prenne nos responsabilités aussi. Une autre chose que cette crise nous a enseigné, c'est qu'on a appris que peut-être il faut revenir à une capacité d'être plus flexible. Parce que comme tu sais, la programmation des festivals parfois se fait avec 2 ans d'avance, 3 ans d'avance et le monde il change. Dans ce jour, il change beaucoup plus vite que ça. Et alors, on risque d'avoir des programmations qui sont prévues il y a 2 et 3 ans et qui après ne sont pas actuelles et ne parlent pas des problèmes de notre temps. Et la question se pose, dans quelle mesure est-ce que les États, les villes, même l'État fédéral, dans quelle mesure est-ce que les institutions culturelles seront soutenues? Là, il faut savoir, par exemple, qu'en ce moment, il y a une pétition qui circule pour que Joe Biden, président élu, crée un nouveau poste de secrétaire de la culture. Ce serait une première aux États-Unis où il n'y a pas de ministre de la culture, mais il y a une pétition en tout cas qui circule, puisque l'heure est grave. C'est ce que les professionnels dans le monde culturel disent. L'heure est grave. C'est le moment de montrer cet engagement. Donc il y a des initiatives qui sont prises. Car le moment est assez grave. La crise actuelle démontre une urgence d'être sur scène et de voir des choses, de voir de la fiction, de voir du merveilleux ou de voir de l'horreur sur une scène. Cette crise-là accentue ça. Comment est-ce que ce désir artistique-là va être accompagné de mesures économiques? Pour l'instant, il y a comme un discours parfois lignifiant sur « Ah, la culture, c'est important », mais comment est-ce que dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, on va être capable d'assurer le bassin d'artistes, le bassin de structures artistiques qu'il y a à Montréal, au Québec, au Canada? Je suis très curieux de voir. Ça va être un combat, je pense qu'il y a des choses qui ne seront pas encore, qui sont toujours pas comprises, hein, qui n'étaient pas avant la crise. Donc, comment assurer les choses? Je suis inquiet pour le monde, point. Mon analyse un peu dans tout ça, c'est qu'on va ouvrir bientôt. Pourquoi on va ouvrir bientôt? Toujours parce qu'on est à la merci des politiques. Parce que l'élection présidentielle, c'est au mois de mars. Ils ne pourront pas faire la campagne sans les artistes pour chanter pour eux, sans les techniciens de spectacle pour leur faire des grosses sonos, les installer dans des lieux publics pour haranguer les foules. Donc forcément, ils vont trouver l'astuce d'ouvrir, ça c'est clair. Ou alors, ils vont aussi vouloir faire plaisir aux artistes pour dire le candidat au pouvoir, aime les artistes, voilà, il autorise que ça ouvre. Donc ça va se faire. Après, on ne sait pas comment ça se fera plus tard parce que dans nos pays, les artistes, on nous utilise quand ça arrange le politique. Quand la crise a démarré, on a utilisé les artistes pour chanter, pour faire des poèmes, pour écrire des textes, pour sensibiliser, pour faire passer les messages. Et à un moment, quand on a déconfiné, c'est le secteur malheureusement qu'on n'a pas voulu déconfiner. Donc, on se dit que d'ici l'année prochaine, d'ici janvier-février, on espère que ça ouvrira. Mais même si ça n'ouvre pas, les gens vont commencer à faire les activités, quitte à, s'il faut se faire enfermer ou quoi, ça se fera parce qu'on n'arrive plus. Sometimes I'm also more pessimistic in saying, like, I think we need to make a big effort afterwards when we are open again to bring the people back to the theater, like to really show them again how much worth it is to be there and to experience theater. It's interesting because when I think about it, these discussions about the necessity of theater, like it's a bit less present at the moment. Maybe there is a certain calmness now that that came, and I think maybe that's also not bad because you start to work and to create and to think of different options, and of course also how theater itself maybe needs to change, like what are different ways to continue into the future. Instead of reinforcing that theater needs to stay what it was before and it needs to be
it needs to get the same value and the same appreciation. I think, like me, also from working in a festival, it's more exciting to think about what do we also need to change, and how should the future also be different, maybe than going back to the understanding of theater we had before the crisis. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous aurez pris autant de plaisir à la regarder que moi j'en ai eu à la tourner, à la réaliser et à la monter. Alors je prends la liste sous les yeux, mais je tiens à remercier très sincèrement Tim Lotkin, Iris Raffet-Seder, Deolinda Villena, Martin Fauché, Jing Wang, Narcisse Puig, Florent Mas, Pierre Leloup, Kathleen Noël, Ayako Terauchi, Adriana Kciasek, Francisco Rodrigo, Pierre Clavé Mabiala, Ulrika Josephson et Pascal Montrouge pour leur participation à cette vidéo. Et puis je tiens à remercier également les personnes qui m'ont ouvert leur carnet d'adresses, particulièrement Anne de Amézaga, mais aussi David Bobé, Fabiana Huard et Thomas Morion. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de donner un pouce bleu. Bonne fin d'année à toutes et à tous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère bientôt au théâtre. Take it.